Salut les gars. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo qui est assez particulière. J'ai jamais fait ce style de vidéo auparavant. La dernière fois j'étais en train de réfléchir et je me posais la question quel type de vidéo je n'avais pas encore fait sur ma chaîne. Et ce type de vidéo là je l'avais pas encore fait déjà. En gros dans cette vidéo je vais vous lister des situations que j'ai vécues, que ce soit quand j'ai été mineure ou des situations qui se sont passées quand j'étais dans l'âge adulte déjà. Donc forcément il y a des situations que vous connaissez déjà, mais il y a aussi plein de choses que je n'ai jamais fait part sur ma chaîne. Comme je vous l'ai toujours dit, j'essaye d'être le plus transparente possible. Je pense qu'entre l'année 2020 et 2021 en termes de voyage j'ai été assez transparente, parce que j'ai quand même partagé avec vous des situations que j'aurais pu garder pour moi, hein, clairement. Mais je l'ai quand même partagé parce que ça fait aussi partie parfois de l'aspect du voyage, hein, ça n'arrive pas tout le temps ce genre de situation, mais parfois ça arrive. Donc en gros là je vous ai fait un condensé de toutes les fois où je me suis sentie en danger quand j'étais à l'étranger. Voilà, en espérant que ça vous plaise. Bon, pour vous expliquer, je vais le faire par ordre chronologique, donc ça veut dire de quand j'étais plus jeune jusqu'à une expérience récente. Donc la première fois où je me suis sentie en danger à l'étranger, c'était en 1998, donc j'avais 9 ans à cette époque-là. C'était en Côte d'Ivoire. Donc comme je l'expliquais dans une de mes vidéos, qu'à l'époque j'allais tous les ans en Côte d'Ivoire quand j'étais petite, parce que c'était pour voir ma grand-mère, donc c'était le seul membre de ma famille qui me restait en Côte d'Ivoire. Donc faut savoir que ma grand-mère à l'époque, elle vivait dans un quartier populaire d'Abidjan, donc je vais pas vous dire lequel, peut-être que je l'avais déjà dit dans une vidéo dans le passé, mais là je vais pas le répéter. Donc elle vivait dans un quartier populaire où j'adorais aller parce que là-bas il y a de la vie, tu vas chez tes potes, tu vas chez tes voisins comme si c'était chez toi. Vraiment, c'était vraiment un côté convivial que j'aimais énormément. Et un jour ce qui s'est passé, c'est que ma mère m'avait dit tu vas te faire coiffer par une coiffeuse. Et dans le quartier populaire où ma grand-mère habitait justement, quand tu te faisais coiffer, ça pouvait être dans la rue en fait. Et je me rappelle très bien qu'il y avait 3 coiffeuses ce jour-là qui coiffaient dans la rue. Et il y avait 3 tabourets et elles enchaînaient les têtes des gens comme ça en fait. Voilà, elles coiffaient vraiment à la chaîne. Ma mère elle est partie voir les coiffeuses et elle a dit oui ma fille elle doit se faire coiffer, tout ça, nanana. Et les coiffeuses m'ont répondu écoutez, il y a de la queue, il y a d'autres filles qui sont avant elle, donc faudrait qu'elle attende un peu. Elle m'a dit Leslie tu restes là, moi je vais aller faire une petite course, tu bouges pas, j'arrive, tu restes tranquille. Et c'est là où en fait où tout s'est passé. Vraiment c'est là où tout s'est passé. Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier alors que j'avais que 9 ans. Mais vraiment je me rappelle de chaque détail. Et pendant que j'attendais mon tour en fait, à un moment je me suis un peu éloignée des dames. Mais j'étais toujours dans le même périmètre en fait, hein. Je me suis pas cachée ailleurs, je me suis un peu éloignée pour je sais pas regarder ce qui se passait et tout. Je vois à un moment 2 hommes qui sortent d'une maison. Ils parlent entre eux, tout ça, donc je sais pas pourquoi je les observe. Donc après ils se disent au revoir et il y a un des hommes qui s'approche de moi et qui commence à toucher mes cheveux comme ça. Alors faut savoir que j'avais mes vrais cheveux, mes cheveux ils étaient en l'air, clairement ils étaient en pagaille parce que j'attendais justement de me faire coiffer. Faut savoir que quand j'étais petite j'avais un très gros caractère, je me laissais pas faire même avec les adultes, j'en avais rien à faire clairement. Et ma mère elle m'a toujours dit qu'on allait en Côte d'Ivoire, personne c'est ton oncle, personne c'est ta tante, si quelqu'un te dit je suis ta tante, je suis ton oncle, c'est pas tes oncles, c'est pas tes tantes. Donc du coup, j'étais déjà préparée psychologiquement si un adulte m'approchait à le rejeter en fait. Parce que voilà, on sait jamais. Le monsieur il touche ma tête, donc j'enlève sa main et tout comme ça. Et puis après il commence à me caresser le bras. Donc je sais pas pourquoi, je vais pas parler en fait. On n'a pas eu d'échange à ce moment-là. Je me rappelle et il m'a caressé le bras. Et puis d'un coup il attrape mon bras comme ça, fort. Et il commence à me tirer. Et je commence à me débattre. Mais il me tirait pas encore fort. Et après il commençait à me tirer de plus en plus fort et je me débat et là après d'un coup il me tire vraiment fort. En fait il voulait m'emmener avec lui et je sais pas où est-ce qu'il voulait m'emmener. Et là j'ai commencé à crier. Et donc il y a les coiffeuses, elles m'ont entendu hurler et elles ont dit au monsieur y a quoi? Y a quoi? Et le monsieur il m'a regardé, il a fait hé ma petite, faut pas crier comme ça hein, pardon, faut pas crier comme ça hein, pardon. Puis il est parti. Voilà, j'ai failli me faire enlever, ou je sais pas ce qu'il allait faire de moi en tout cas, à ce moment-là. Voilà, quand j'avais 9 ans en Côte d'Ivoire, et ma mère, quand elle est revenue de sa petite course, je lui ai expliqué l'histoire, elle a pété un câble. Ma mère a pété un câble. C'est une histoire bizarrement que j'ai racontée à... il n'y avait que ma mère qui connaissait cette histoire. Je l'ai dit à mon frère l'année dernière, quand j'avais ma petite pause avec la Colombie, quand j'étais revenue vite fait en France. Et je l'ai dit aussi à ma nièce, parce que j'ai une nièce qui est grande. Mais sinon, je l'ai dit à personne. C'est vraiment un détail de ma vie que j'ai jamais partagé en fait. Alors je sais pas si c'est quelque chose que j'ai fait un déni, j'en sais rien. Mais je l'ai jamais partagé. La deuxième fois où je me suis sentie en danger à l'étranger, c'était quand j'étais encore une fois en Côte d'Ivoire pendant le coup d'état de 2002. Donc j'en ai fait une vidéo où j'explique bien ce qui s'est passé, que je te mets quelque part dans le i ici. Je crois que c'est là le i ou là. Bon, je sais plus, je crois que c'est là.
Donc je t'invite à regarder cette vidéo parce que je vais pas revenir là-dessus. Donc ça s'est passé en 2002. Je suis partie faire un an d'école à Abidjan. Bon, je suis pas restée un an, enfin, faut regarder la vidéo pour savoir de quoi je parle. Ouais, j'ai eu très peur à ce moment-là parce que moi je ne savais pas ce que c'était un coup d'état à l'époque. J'étais loin de ma famille, j'avais pas mes parents avec moi, j'étais seule avec mon petit frère qui avait à l'époque, moi j'avais 13 ans, donc lui il avait 9 ans. Ouais, il avait 9 ans. On était tout seul, on entendait des coups de feu, on savait pas si on sortait, il n'y allait pas avoir un barrage de rebelles. Ceux qui savent pas ce que c'est un coup d'état, je vous invite vraiment à aller chercher sur internet parce que j'ai pas envie de réexpliquer dans cette vidéo. Et voilà, on a vécu ça dans notre famille, l'armée française est venue nous chercher. Donc pour vous montrer un peu l'urgence quand même de la situation qu'il y avait dans le pays en fait. Du coup pour moi ça c'était une des situations où je me suis vraiment sentie en danger, où j'ai vraiment eu peur parce que j'étais loin de ma famille et que j'étais surtout très jeune. La troisième situation où je me suis sentie en danger, c'était en 2004 quand je suis partie avec ma mère et mon petit frère en Angleterre. Donc on n'était pas à Londres, on était dans une ville qui s'appelle Coventry. En fait on était hébergés chez un ami de ma mère qui nous a hébergés voilà, pendant un mois pour nos vacances. Donc c'était l'été 2004. Donc à cette époque-là j'avais 15 ans. En fait en Angleterre vous avez souvent des maisons, enfin vous voyez la devanture de la maison. En fait c'est une maison mais en vrai c'est pas une maison, c'est un immeuble. Ça veut dire qu'il y a 2 appartements dans cette maison. En fait le pote de ma mère il avait un voisin donc qui était au premier étage. Mais c'était une maison en fait. Bon bref, il avait un voisin et que je trouvais d'ailleurs assez bizarre. Je pense qu'il devait prendre des substances illicites, il n'était pas très net, mais bon bref, du moment qu'il ne nous calculait pas, moi je m'en foutais. Et un jour ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle plus très bien, mais il me semble que l'ami de ma mère, soit il travaillait de nuit ou je sais pas, mais en tout cas ce jour-là il était pas là. Et un matin, vers 6 h du matin, on entend quelqu'un qui monte les escaliers, mais qui crie en même temps. Et l'ami de ma mère il s'appelait Raphaël. T'entends quelqu'un qui monte les escaliers et qui crie Raphaël, Raphaël. Et d'un coup, il arrive au niveau de la porte, faut savoir que c'était pas des portes blindées, hein, c'était une porte normale. Et il commence à taper comme ça sur la porte. Raphaël, open the door! Open this fucking door! Et les gars, la porte elle a tellement vibré. Vous voyez, c'est comme dans les dessins animés quand quelqu'un tape à la porte elle bouge de ouf. Bah c'était pareil, le mec il avait tellement de la force. Moi je comprenais pas tout en anglais donc je sais plus exactement ce qu'il disait, mais je me rappelle qu'il disait open the door, nanana nanana, il tapait. Et nous on a commencé à flipper parce qu'en fait ça nous a réveillés en fait. Du coup ma mère elle a pris un fauteuil, elle l'a posé derrière la porte et elle s'est assise dessus et il tapait tellement fort que ma mère elle bougeait comme ça. Et je vous dis un truc, hein, ma mère elle était pas mince. Hein. Elle était vraiment pas mince. Donc s'il arrivait à la faire bouger, c'est qu'il avait vraiment toute de la force ce matin-là. Et nous on était en panique, je me rappelle, je commençais à trembler et tout. Donc moi j'ai pris un couteau de cuisine. Moi j'ai pas le temps. Moi j'ai pris un couteau de cuisine, j'ai dit à personne qui va toucher ma mère ou mon frère. Je rigole même pas. Une poêle que j'avais chauffée vite fait sur le gaz, là, sur la gazinière. J'ai dit à mon frère de brancher le fer à repasser. Comme ça, dès qu'il ouvre la porte, et ben mon frère il lui met le fer à repasser dans le visage. Ouais, j'avais beaucoup d'imagination. Hein. Pour me défendre, j'ai beaucoup d'imagination. Du coup, le gars, il a tapé, il criait, il disait des gros mots. Je sais même plus ce qu'il disait, mais il criait. Et la porte, moi, ce qui me choquait, c'est à quel point la porte, elle bougeait fort, en fait. Très bizarre, parce que je me dis, s'il avait réussi à ouvrir cette porte, qu'est-ce qui se serait passé en fait? Que le mec il avait pas l'air d'être dans son état normal, il avait l'air d'en découdre avec l'ami de ma mère qui n'était pas là en plus. Après on sait pas s'il était armé, s'il avait un couteau, on sait pas, les gens on les connaît pas. Les gens dès qu'ils prennent des substances on sait pas de quoi ils sont capables en fait. Donc du coup voilà, c'était une situation qui m'avait marqué et après quand il est revenu le pote à ma mère ils ont parlé et puis ça l'a calmé. Bon bref, j'ai pas trop compris. Donc pour cette histoire, on arrive en 2011, donc beaucoup d'entre vous sont au courant de cette histoire. Peut-être que ceux qui sont arrivés entre temps ne la connaissent pas encore. C'est quand j'ai été dans un baile funk dans une favela. Donc j'en ai fait une vidéo qui s'appelle Dinguerie dans la favela, donc c'est une vidéo que j'ai faite en 2015 au tout début de ma chaîne. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller la voir, je te la mets quelque part dans le i ici. Il faut savoir qu'à l'époque où j'allais au Brésil, quand j'avais 18 ans, moi j'étais chez des proches qui m'ont toujours protégée là-bas, qui m'ont dit tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu vas pas là-bas, tu parles pas avec telle personne. Donc moi quand j'ai commencé à aller au Brésil, j'étais vraiment protégée au tout début. Et quand j'ai commencé à aller par mes propres moyens et j'ai voulu faire ma rebelle et commencer à connaître le Brésil de moi-même, je me suis confrontée plus d'une fois au danger en fait. Alors parfois c'était même pas fait exprès, comme ce baile funk où j'ai atterri là-bas, je vais pas dire par inadvertance parce qu'on m'a proposé d'y aller, mais sauf que pour moi je pensais qu'un baile funk c'était Furacão 2000. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Furacão 2000, je vais vous mettre des images en même temps que je parle, donc c'est vraiment un événement où il y a des chanteurs de funk, et il y a des danseuses et tout, c'est filmé à la télé, donc moi je pensais que c'était ça un baile funk. Alors que Furacão 2000 c'était un baile funk assez spécial parce que je pense que l'entrée a été payante déjà. Un truc qui était rediffusé à la télé en fait.
Alors que moi, quand je suis arrivée dans le baile funk, dans la favela de Arara, dans la zone nord de Rio, je m'attendais pas à ça en fait. J'ai expliqué dans mes vidéos, c'était des mecs qui dansaient avec des calaches, les gars, des calaches. J'en avais jamais vu de ma vie. Des calaches comme ça, les gars. Il y en avait même qui portaient sur eux. Je me rappelle, il y avait un mec qui avait mis les balles. Vous savez, les balles, les munitions de balles, là, il en avait ici, il en avait ici. Il y en avait qui portaient des fusils à pompe comme ça autour du cou. Et moi, en fait, quand je suis arrivée au début dans la favela, j'ai eu un déni parce que je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas des vraies armes. C'est pas possible, ce sont des jouets. Enfin, je pense que je voulais pas accepter. Ce que je voyais, c'était la réalité en fait. Vraiment, ça a été une de mes plus grandes peurs de toute ma vie, de voir que je suis dans une soirée, il y a des mecs qui dansent avec des armes à côté de moi comme s'il n'y avait rien. Et ce qui me choquait, c'est que les gens en fait autour, ils s'étaient pas choqués quoi. C'était vraiment normal. Il y avait même des petits de 13-12 ans avec des armes. Franchement, je me dis que ça fait trop peur. Et je me dis que ça m'a traumatisé. Pourtant, je suis retournée dans un baile funk cette année. Oui, je l'ai pas dit sur YouTube, je l'ai dit sur Instagram. C'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram pendant que j'étais au Brésil. J'ai réitéré l'expérience 10 ans après, donc en 2021. Donc j'étais dans un baile funk dans la favela de Santo Amaro, à Gloria, dans le centre de Rio de Janeiro. Voilà, j'ai atterri là-bas. Le baile funk était beaucoup plus petit. Donc au début, quand on est arrivé, il n'y avait pas d'armes. Et après, je commence à voir des mecs avec des fusils, des armes, des machins, où ils mettent leur gun ici, là, dans leur froc, et puis ils font exprès de laisser ressortir leur t-shirt. Enfin, ils font rentrer leur t-shirt pour qu'on voit la gâchette de l'arme. Bref, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, tu sais quoi, je rentre chez moi. Moi, j'ai pas le cœur solide pour voir des armes en vrai. Voilà, voilà, je suis une petite frappe, clairement. Vraiment, le premier baile funk de 2011, je me suis vraiment sentie en danger. Parce que tu sais pas ce qui peut se passer. Je me dis, s'il y a une descente de keuf, ça va partir dans tous les sens et je peux me manger une balle perdue et je peux y perdre la vie facilement. Pour cette histoire, c'était peu de temps après le baile funk, donc on est arrivé en janvier 2012. Donc j'étais avec ma fameuse amie Sylvia, que j'appelle dans les vidéos Sylvia. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous connaissez sa vraie identité, parce que je vous ai déjà partagé son compte, tout ça et tout. Donc d'ailleurs Sylvia était aussi avec moi au baile funk, par la même occasion. Et là on a vécu dans la Cité de Dieu. Alors même moi, je ne pensais jamais mettre mon pied dans la Cité de Dieu un jour dans ma vie, mais j'avais des potes qui vivaient là-bas en fait. Et j'y ai vécu 2 semaines. Je l'avais expliqué pourquoi dans une vidéo que j'ai enlevée, mais j'ai la flemme de réexpliquer pourquoi j'ai dû atterrir là-bas pendant 2 semaines. Et en fait avec Sylvia, on n'aimait pas du tout la Cité de Dieu parce que c'était dans la zone ouest de Rio et c'était super loin de Copacabana, Ipanema, tout ça de la zone sud ou même du centre de Rio. Et on s'ennuyait parce que là-bas c'était vraiment en mode c'est vraiment la favela de ouf quoi. C'est pas genre comme Vidigal ou la Rocinha au pire des cas. Non, non, c'est vraiment la favela, t'es dans la street. Donc un soir on s'ennuyait et on voulait absolument aller à Copacabana. Il était plus d'1h du matin. Qui sort à 1h du matin de la zone ouest pour aller jusqu'à Rio, pour aller jusqu'à Copacabana? Je tiens à dire qu'il y a à peu près 1 heure de trajet, si c'est pas un peu plus. Et à l'époque à Rio, il y avait des vannes en fait qui t'emmenaient d'un point A à un point B et les vannes allaient beaucoup plus vite que les bus parce que tu pouvais les arrêter à n'importe quel endroit. Dès que tu voyais en passer un, tu pouvais l'arrêter s'il allait dans ta direction. Et les personnes qui conduisaient des vannes, c'était des gens de favela, c'était leur business en fait, c'était des moyens de locomotion illégal. Je tiens à préciser, c'était pas légal, c'était illégal, mais le gouvernement laissait faire jusqu'au jour où il y a une américaine touriste en 2013 qui s'est fait violer à la vue de son copain dans un van et du coup le gouvernement brésilien a arrêté les vannes et depuis on n'a plus en fait à Rio. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Et donc un soir on prend le van pour aller jusqu'à Copacabana et on était toutes seules dans le van. Donc les mecs qui nous ont mis, donc il y a le chauffeur et un des mecs qui ouvre la portière et qui crie par exemple Copacabana, Lapa, Ipanema. En fait il crie les endroits où il s'arrête en fait. Un peu comme dans tous les pays, même en Côte d'Ivoire il y a ça, on appelle ça des gbaka. Bref, et donc on en arrête un et puis sur le chemin, les 2 mecs étaient intéressés par ma copine Sylvia et voilà ils commencent à la draguer et tout ça, ils mettaient des musiques de funk, mais des musiques de funk tellement explicites. En fait, on était avec eux pendant 1 heure comme ça, dans la ville déserte, vers 2 h du matin, à Rio. Il aurait pu vraiment nous arriver tout et n'importe quoi, et vraiment, ça a été vraiment un très gros risque d'avoir fait ce qu'on a fait. Donc là on va arriver à l'année 2013, je vais expliquer sur ma chaîne cette histoire, c'était l'année dernière pendant que j'étais en Colombie, mais cette histoire n'est pas liée avec la Colombie, je l'ai expliqué pendant que j'étais en Colombie. La fois où j'ai failli me faire frapper par 3 filles, alors c'est soit 3 filles de favela, ou soit c'est 3 filles qui vivent dans la rue, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un des deux, mais je pense même peut-être plus qu'elles vivaient dans la rue. Et en gros, j'étais à une soirée à Lapa, donc pour ceux qui connaissent Lapa à Rio, voilà, c'est un quartier à Rio, il y a les escaliers où Snoop Dogg et Pharrell Williams ont fait leur clip Beautiful. Et surtout, c'est là où il y a la fête nocturne, voilà, à Rio, voilà, ici dans la rue, c'est gratuit, tout le monde peut y aller. Il y a une rue que j'aimais pas prendre dans ce quartier-là. Il y a une rue que je déteste passer par là, je sais pas pourquoi, je sens une mauvaise énergie là-dedans, et ce soir-là, on l'a prise.
Et voilà, je me suis fait agresser par 3 filles qui ont failli me frapper derrière mon dos en fait. Et j'en ai fait une vidéo où j'en parle vraiment bien, que je te mets quelque part dans le i ici, va la regarder parce que j'explique vraiment bien cette histoire. Et ce jour-là, je me suis vraiment sentie en danger et je me suis vraiment sentie dans... Enfin, j'ai vraiment été dans un endroit qui était vraiment très hostile et il aurait pu m'arriver tout et n'importe quoi parce que les filles ont décidé de vouloir m'attaquer par derrière. Et à 3 en plus. Sylvia, d'ailleurs, je remercie Sylvia pour ce jour-là. Si Sylvia ne les avait pas vues, si Sylvia n'avait pas été aussi réactive ce jour-là, je crois que j'aurais fini aux urgences, ou peut-être qu'elle m'aurait tué, j'en sais rien. Je sais pas si les meufs elles sont armées, je savais pas qu'est-ce qu'elles avaient contre moi, sachant qu'elles m'ont agressée alors que je les avais même pas vues les filles. Je comprends pas. Non, justement à cause de ça, je suis plus retournée à Lapin, hein. J'ai dû retourner des années plus tard. Mais tous ces jours où j'étais à Rio en 2013, j'y suis même plus retournée, hein. Ça m'a trop mat. Et la dernière fois où je me suis sentie en danger pendant un voyage, c'était encore une fois au Brésil pour pas changer. Et c'était en 2017, donc c'est vraiment la dernière fois où mes souvenirs sont assez proches, où je me suis vraiment sentie en danger. C'était quand j'étais partie à Vidigal. En fait, Vidigal, c'est une favela à Rio, c'est une favela hyper touristique, hyper connue. Il y a plein d'étrangers qui ont acheté des maisons là-bas, qui ont créé des business, donc c'est une favela quand même assez chère. Du coup, c'est quand même une des favelas les plus tranquilles quand même de Rio, où tu peux te balader sans qu'il ne t'arrive rien. Il faut savoir qu'en 2017, en février 2017, il y a eu la grève des policiers. Encore une fois, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne où tu auras tous les détails de ce qui s'est passé que je te mets dans le i ici. Et c'était la grève des policiers parce qu'ils n'ont pas été payés par l'État. Bon bref, j'ai pas très bien compris, mais en tout cas, je sais que c'était la grève. Donc c'était vraiment thug. Et on était en plein mois de février, donc mois de février veut dire carnaval. Du coup, un soir avec une de mes copines, donc il y avait aussi Sylvia qui était là, mais elle n'est pas sortie avec nous ce soir-là. Et avec une de mes autres copines, on était sortis, tout ça, et puis... au moment de remonter à la favela, en fait, il y a eu un barrage de trafiquants. Quand je dis un barrage, c'était au moins 40, au moins, avec des armes comme ça. Et en fait, ils faisaient un barrage au milieu de la route. Et ils regardaient chaque mototaxi ou chaque voiture qui montait. Ils regardaient, ils disaient soit tu passes, soit toi tu passes pas, tu restes là. En gros, ça faisait très peur. Quand je dis que ça faisait très peur, c'est impressionnant parce que moi je me suis pas fait barrer par la route, Dieu merci, mais je les ai vus, ils étaient là mais ils m'ont pas barré. Mais ma copine, elle a vécu un enfer. Vu qu'on n'a pas pris le même mototaxi pour monter, je l'ai attendu au moins 20 minutes, il était plus de minuit ou 1h du matin en haut d'une favela où il n'y avait personne, il n'y avait pas de lumière. Elle a mis 20 minutes à me rejoindre et je savais que quelque chose s'était passé, je sentais que quelque chose s'était passé. Et ce soir-là, je me suis vraiment sentie en danger. Et d'ailleurs, peu de temps après, on est parti de la favela, on est parti vivre ailleurs. En vrai, il y a eu d'autres moments aussi où je me suis sentie en danger dans ma vie, quand j'ai voyagé et tout. Mais je les compte pas réellement dans le sens où c'est pas des choses qui m'ont traumatisée, ou c'est pas des choses où je me suis dit ah je vais mourir. Non, ça peut être du danger que j'ai vu, dans le sens où des gens se faisaient agresser devant moi, ça je l'ai vu plusieurs fois. J'ai vu quelqu'un braquer une arme devant moi quand j'étais à Rio, c'était en 2013 d'ailleurs, qui a braqué 2 meufs en fait, ça je l'ai vu en vrai aussi. Mais c'est pas des choses qui étaient liées directement à moi, donc je me suis pas sentie moi tout de suite en danger. Mais je me suis dit peut-être que l'endroit là où je suis à l'heure actuelle, à ce moment-là, au moment T, ça peut être dangereux pour moi. Mais c'est des choses que je raconte pas parce que c'était pas lié directement à moi ou à quelqu'un qui m'entoure. Du coup, voilà, sinon j'ai assisté aussi à d'autres choses, hein, mais bon, c'est comme je dis encore une fois, c'était pas lié directement à moi. Quel est le but réel de cette vidéo? En gros, ce que j'essaye de vous montrer, c'est que moi, personnellement, je kiffe voyager et je pense pas que j'arrêterai de sitôt. Surtout que j'ai trouvé un travail, on va dire, en voyageant, que je voyage pas que pour aller à la plage et tout. Je voyage aussi pour aller découvrir, aller rencontrer des peuples, aller rencontrer des gens, tout ça. Ce que j'ai envie de dire aussi parfois, c'est que l'aventure n'est pas quelque chose où tout est positif, où tout est tout beau, tout rose, où tout est incroyable comme on essaye de faire croire sur Instagram. C'est pas vrai. Il y a plein de choses qui sont incroyables comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, mais aussi des choses parfois sur ton chemin qui vont pas être cool du tout. Et c'est pas évident parfois à gérer ces moments-là. C'est vrai que chacun a le choix de partager ce qu'il a envie de partager, donc si ce n'est que le bon qu'il veut partager, bah, qu'il le partage. Mais toi qui vas te faire ton expérience, ne sois pas peut-être choqué que parfois il t'arrive des galères, parce que ça fait partie de l'aventure. Si tu as envie de te lancer à l'aventure, sache que des galères t'en auras, il faut le savoir, il faut être préparé. Alors t'auras peut-être pas des galères avec des armes ou quoi que ce soit, mais t'en auras d'autres. Et tu vas devoir trouver des solutions, tu vas devoir rebondir là-dessus. Ces galères-là aussi, il faut être aussi reconnaissant de les vivre, parce que c'est de là où tu vois la gratitude de ce que tu as dans ta vie, la gratitude de voir les privilèges que tu as, et d'être né aussi dans un pays plutôt qu'un autre. C'est là aussi tu vois où tu te dis j'ai de la chance, tu vois. Peut-être tu te plains dans ta vie que voilà t'es saoulé d'un truc, oui c'est nul ici, c'est nul là-bas, mais sache que ailleurs c'est peut-être bien, mais ils ont aussi leur propre réalité. Il y a aussi des choses qui se passent et c'est bien de vivre ce genre d'expérience comme je dis parce que au moins ça te remet les pieds sur terre, mais très vite en fait. Ça permet aussi d'être beaucoup plus résistant face aux choses qui se passent pas comme tu l'avais prévu, hein, parce que quand ça se passe pas comme tu l'avais prévu, je peux te dire que ça te fatigue. La vie, ce n'est pas
qu'une boîte de chocolat, mon chéri. Voilà. Donc sur ces mots, je vais vous laisser. Donc on arrive à la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu si elle t'a plu. Surtout commenter, de me dire par rapport à telle ou telle situation que j'ai vécue, comment toi tu aurais réagi. Si toi aussi tu as vécu des situations qui ont été assez compliquées à l'étranger, que ce soit dans ton pays d'origine ou dans tes pays d'origine ou dans des pays que tu as visités ou dans des pays où tu es parti vivre, n'hésite pas aussi à me le faire savoir en commentaire parce que je vous lis tous et les gens aussi vous lisent. Pour la suite de mes vidéos, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne parce qu'il y a d'autres contenus qui vont arriver. Et pour mon actualité et mes futurs voyages que je suis en train de prévoir, n'hésite surtout pas à me suivre sur Instagram. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye. Mouah.